On fait l'état des lieux de la transformation des métiers à impact avec Kaël Sadone. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur et le président de Bravo. Ambroise Collomb, bonjour. Fondateur des Nouveaux Géants. Vous connaissez les lieux, vous êtes déjà venus dans l'émission l'un et l'autre. On va quand même présenter de nouveau vos entreprises. Bravo, en quelques mots. Oui, alors, et puis on grandit avec le temps aussi. Donc, oui, il y a plein de choses à raconter. C'est ça, donc Bravo, aujourd'hui on est un groupe de recrutement spécialisé. Et, on accompagne les entreprises dans leur recrutement, surtout des recrutements liés à leur transformation durable, transformation digitale, sociétale également. Et on accompagne plutôt des entreprises partout sur le territoire qui sont plutôt des PME et des ETI dans leur recrutement. Voilà. Et les Nouveaux Géants, Ambroise Collomb? Alors les Nouveaux Géants, nous on est un organisme de formation et de recherche sur la transition écologique des métiers. Donc on va penser la prospective d'un métier comme les achats, la finance, l'IT, plutôt des métiers de cadre. Et comment ce métier va contribuer à la transition écologique. Et à partir de là, on crée les parcours de formation pour accompagner ces équipes. Plutôt du coup ETI et grands groupes de notre côté. Et tout secteur des SFR, BPI et compagnie. Est-ce que vos métiers d'ailleurs, il est encore plus crucial aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on est dans une période de transformation. C'était sans doute vrai aussi il y a 50 ou 70 ans. On se disait toujours, tiens, quels seront les métiers d'avenir? Mais est-ce que c'est encore plus vrai aujourd'hui, cette rapidité de transformation? Je pense qu'il y a une accélération de la transformation du point de vue des sujets de la RSE, c'est évident. C'est-à-dire qu'il y a, nous on a démarré il y a 3 ans et demi, honnêtement il y a 3 ans et demi, ce sujet-là il n'existait pas aussi concrètement. Il y avait se sensibiliser mais il n'y avait pas se transformer. Et puis d'un autre côté, on se rend compte que les gens sont vraiment demandeurs de ça. Il y a une étude qui est parue qui dit que 60% des gens pensent que leur métier sera plus intéressant dans un monde post-transition écologique. Donc il y a une vraie appétence à faire son métier différemment. C'est vrai pour les enjeux de la transition environnementale, mais aussi de la transition numérique. Oui. Alors là, on pourrait même pousser le bouchon plus loin en posant la question des métiers qui vont disparaître ou radicalement se transformer avec l'intelligence artificielle. Finalement, les deux sont très très liés. Aujourd'hui, on parle de green tech et on le voit dans les métiers que nos clients, les postes, les missions que nous confient nos clients, où en fait on se retrouve de plus en plus à la croisée des chemins entre des métiers très très liés à de la transformation durable, sur l'électrification de procédés, sur la gestion des achats, sur l'intelligence artificielle du coup. Donc on a vraiment cette fusion en fait du digital et de la transformation durable qui s'opère sur les métiers. Alors, on va parler du bâtiment durable. Vous avez publié un baromètre des offres d'emploi à impact dans ce secteur. Un mot de la méthodologie rapidement. Oui, alors c'est un baromètre qu'on a lancé il y a 2 ans et en fait on scanne l'ensemble des offres d'emploi sur le web avec des requêtes sémantiques un peu techniques, ce qui nous permet à partir de ça d'en faire des statistiques assez quantitatives et de voir justement comment évoluent ces métiers sur l'impact dans le bâtiment, mais on regarde aussi d'autres secteurs comme les énergies renouvelables, etc. Bien sûr. Alors, je reste sur le bâtiment. Premier enseignement, c'est un secteur qui recrute? Le bâtiment durable est un secteur qui recrute énormément. On a énormément de projets de rénovation. Alors, c'est assez antinomique avec ce qu'on peut voir et entendre dans les journaux et à la télé, où on se dit le bâtiment secteur en crise, etc. Et en fait, on observe vraiment une vraie augmentation de la part de marché des offres d'emploi à impact dans ce secteur-là. Donc, on va parler en rénovation énergétique, évidemment, sur de la construction nouvelle. Donc, voilà, on a tout un écosystème qui est en train de se construire autour de ces sujets-là. Ambroise Collomb, vous avez également mené une étude sur la transformation des métiers. Là aussi, il y a une leçon principale, une leçon générale à en tirer? Oui. La leçon principale, c'est que tous les métiers vont se transformer. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire quelque chose de très pratique. Donc, c'est un travail d'1 an et demi avec 250 personnes dans lesquelles on a sorti une méthode de transformation de l'organisation, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui prennent le sujet un métier par un autre, alors que c'est vraiment une transformation globale, il faut le penser en global. Donc on propose une méthode. Et la deuxième chose, c'est qu'on est rentré dans 11 fiches de poste métiers et on fait la prospective très concrète. Quelles sont les nouvelles missions, les nouvelles compétences, les nouveaux KPI des gens dans les achats, dans la logistique, dans la R&D. Voilà, 11 fiches de poste, des postes qu'on trouve dans la plupart des entreprises en cross-secteur. Quand vous dites transformation globale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je transforme un métier par capillarité, les autres le seront aussi? C'est ça le message que vous avez à faire passer? C'est en fait, si on veut faire par exemple de l'économie circulaire dans l'entreprise, il faut revoir l'offre, il faut revoir la logistique, il faut revoir ce qu'on compte, donc il faut revoir la finance. En fait, dès qu'on fait un vrai projet de transition dans l'entreprise, tous les métiers sont impactés. Et si l'offre bougeait toute seule, mais qu'on ne sait pas faire de la reverse logistique pour ramener les produits,
en fait, ça ne marcherait pas. Évidemment. Donc c'est pour ça que... Et là, c'est qu'un exemple de l'économie circulaire, mais si on va encore plus loin sur des notions comme l'économie régénérative, là, c'est des transformations qui basculent le modèle en entier, quoi. Ouais. Vous publiez dans votre baromètre sur le bâtiment durable toujours hein, le top 10 des métiers les plus recherchés. On va les voir s'afficher. Ça va de technicien de maintenance, j'y arrive, CVC, chef de projet génie climatique, etc., etc. On va voir la liste s'afficher. Quand je vois cette liste, je me dis c'est pratiquement tous les métiers, quoi, ou presque. Même si le bâtiment, bon, il y a une gamme de métiers très très vaste, mais il y a vraiment des secteurs où il y a une bagarre pour obtenir ces postes. Il y a une pénurie de talent généralisée de toute façon. Ouais. Enfin, ça, c'est pas, voilà, on n'invente rien en disant ça. Et encore plus maintenant, on a un enjeu de transformation qui est de plus en plus rapide. 2050, décarbonation totale, etc. Les enjeux sur 2030. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que on décarbone à marche forcée, sans forcément promouvoir, en tout cas mettre en amont des formations qui répondent directement aux besoins des entreprises, notamment sur des métiers très techniques, ou en tout cas des formations qui vont mettre du temps à sortir des nouveaux candidats. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que, parce que j'ai reçu plusieurs fois des directeurs, directrices de grandes écoles ou d'universités, etc., ils ont quand même pris ce virage, mais ça prend du temps avant que les premiers formés arrivent. Quoi. Déjà, oui, ça prend du temps. On parlait des tas d'entreprises, les entreprises ne sont pas égales. Des grands groupes sont beaucoup plus en avance, ils ont des centres de formation, ils ont mis en place des choses, ils ont pu faire de la prospective, etc. Aujourd'hui, les PME, c'est un peu les grands oubliés. Les grands oubliés, ils sont un peu laissés à l'abandon sur ces sujets-là. Et effectivement, nous, aujourd'hui, on nous demande des profils en CVC, par exemple, avec 5 ans d'expérience, etc. Sauf que les formations, elles sont assez récentes. Vous connaissez ça très bien. Oui. Donc, en fait, on se bataille en permanence à essayer de trouver des candidats qui ont tout le parcours et l'expérience nécessaire, sans pour autant forcément avoir la formation qui répond exactement aux besoins du client. Oui. Est-ce qu'il y a une bagarre spécifique pour les métiers verts? Je mets des guillemets, c'est une simplification, mais est-ce que vous le ressentez, ça, Moise-Colomb? Alors, dans tous les secteurs, hein, au-delà du bâtiment, durable, etc. Moi, ce que j'ai compris, c'est que ce qu'on appelle les métiers verts, donc les nouveaux métiers, c'est différent des métiers verdissants, c'est-à-dire les métiers qui existaient déjà et qui se transforment. Oui. Et sur les métiers verts, en effet, les compétences sont très rares en général. Et ce qui est récent, c'est que les métiers verdissants deviennent un sujet qui intéresse de plus en plus les entreprises, dans le sens où elles ont compris depuis un an que en fait, tout le monde dans l'entreprise allait bouger, et donc du coup, qu'il fallait pas seulement recruter de l'expertise, mais en même temps faire bouger. Nous, j'ai un exemple d'une entreprise qui s'est mise à faire de l'éco-conception. Ils ont commencé par recruter un expert, seulement ils étaient 250 concernés dans l'équipe produit. Et donc on est allé voir, ils ont dit non c'est bon on a un expert, puis un an après ils nous ont rappelé en disant non mais en fait il faut quand même que les 250 ils y aillent aussi quoi. Pour parler le même langage quoi. Pour parler le même langage et parce qu'en fait c'est leur métier qui est différent, c'est-à-dire qu'ils étaient des concepteurs de produits, ils savaient pas faire des analyses de cycle de vie et donc demain ils doivent mesurer l'impact d'un produit comme ils mesuraient le coût, la qualité, la demande client. Ce que je retiens de ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est que on peut compter sur les organismes de formation, les écoles, etc. Mais les entreprises elles-mêmes, finalement, deviennent, alors c'est pas nouveau, hein, mais de plus en plus des centres de formation. Quoi. Quand elles en ont les moyens. Hein. Elles sont obligées, tout simplement. Parce que, moi, j'aime bien dire que il n'y aura pas de transformation durable sans talent. Et il faut bien justement former les gens à ça, en fait, à tous ces sujets, à tous ces nouveaux métiers, ces métiers verts, ces métiers verdissants. Et si on se place aussi du côté des candidats, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais il y a un vrai enjeu d'attractivité pour les entreprises, parce que les candidats sont plus que jamais en quête de sens aujourd'hui. Et à offre égale, à entreprise égale, à salaire égal, même peut-être à salaire plus élevé, ils vont peut-être préférer un salaire moins élevé, mais avec une entreprise qui a des vraies valeurs, en tout cas qui propose un vrai projet de société sur de la décarbonation, sur des métiers à impact. Et là-dessus, juste pour rebondir, les opérateurs de compétences, les OPCO, qui sont les organismes de l'État chargés de la montée en compétences, sont en train de bouger. La loi climat et résilience leur impose d'accompagner les entreprises, pas seulement sur comment je peux vous financer des formations, mais sur comment vous allez faire votre transition. Et ils sont en particulier au contact des PME. Et nous, il y a un OPCO en particulier qui est l'OPCommerce, dont on va former tous les conseillers emploi-formation en région pour qu'eux-mêmes soient en capacité d'accompagner les RH et les dirigeants des PME pour faire cette transformation à l'intérieur. Donc,
ça bouge à tous les niveaux, quoi. L'État aussi accompagne cette transformation. Et est-ce que pour les salariés eux-mêmes, je ne parle pas de recrutement des salariés qui sont déjà dans des entreprises, vous leur conseillez de faire ces formations? Vous voyez ce que je veux dire, d'intégrer la durabilité finalement à leur niveau de compétence. Et est-ce que les entreprises le font suffisamment? Alors, je pense que la réponse à la question, non, elles ne le font pas suffisamment. En tout cas, sinon, voilà, on aurait beaucoup plus avancé sur tous ces sujets-là. Et aujourd'hui, les candidats... Pour que sa carrière avance plus vite, vous voyez en fait, ils sont demandeurs, en fait. Vous devez le voir tous les jours. En fait, aujourd'hui, les salariés sont demandeurs d'être formés sur ces sujets-là, clairement. Et souvent, et c'est là où le bât blesse peut-être chez les plus petites entreprises, c'est qu'ils n'ont pas forcément les moyens de mettre en place des programmes de formation adaptés. Et même, je dirais même, en fait, de projeter leurs salariés dans un écosystème plus vert, ou dans une économie plus verte. Et souvent, c'est OK, on me demande de me décarboner, mais comment je fais, clairement? Avec quelles compétences? De quoi j'ai besoin? Et ça, c'est un peu le sujet de l'identification des besoins et de l'identification des compétences. Et c'est ce que vous proposez, Ambroise Collo. Si je sais pas, un juriste, un acheteur, un informaticien qui se pose cette question-là, à la fois... allez, on peut voir le côté positif ou négatif. Côté positif, je veux donner du sens, je veux être un acteur de cette transformation. Et puis côté un peu plus cynique, je veux peut-être mieux gagner ma vie, être chassé par d'autres boîtes. Enfin bon, voilà, il y a aussi ça. Et les deux sont pas... Bon, voilà. Les deux sont compatibles. Quel conseil vous donnez? Si votre entreprise n'a pas une offre de formation continue suffisamment structurée pour ça? Alors déjà, c'est la raison pour laquelle on a créé, on a fait cette étude pendant 1 an et demi. C'est que pour chacun des métiers que vous avez cités, pour 11 métiers, on a 20 pages sur concrètement, à ton niveau, qu'est-ce que tu peux faire. Donc tu es juriste, qu'est-ce que tu peux faire? C'est quoi tes missions? C'est quoi tes KPI? Voici les outils, voici les ressources. Donc il y a vraiment, c'est le document le plus complet et le plus concret qui existe. Et d'ailleurs, je le dis parce que je ne l'ai pas dit, on s'est entouré de beaucoup de monde pour le faire. On était avec le C3D qui nous a ouvert les portes de plein d'entreprises avec qui on a pu échanger. Donc ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a les collectifs, il y a le CROCI, il y a Make Sense. Donc tout ça, ce sont des partenaires qui nous ont aidés à réfléchir le sujet pour en faire quelque chose qui soit vraiment concret. Donc, servez-vous-en. Enfin, c'est pas pour faire de la pub pour l'étude, mais servez-vous-en parce que c'est gratuit et on l'a fait pour ça. Elle est disponible sur le site Les Nouveaux Géants, c'est facile, c'est disponible, c'est open source. Et après, l'autre sujet, c'est identifier quelle est votre zone d'impact. Et en 2 mots, il y en a 3. L'impact direct, c'est comment j'ai un impact sur le bilan carbone, pour faire simple, de l'entreprise. L'impact indirect, c'est comment j'ai de l'impact sur mes collègues. Par exemple, je suis en RH, je peux changer les rémunérations pour faire bouger les autres. Et l'impact systémique, c'est comment j'ai un impact sur l'extérieur. Et donc, c'est, je suis en communication, je vais faire des communications à la télé. Je vais pouvoir changer les pubs que je fais pour faire évoluer les imaginaires. Donc, j'ai fait bouger mes parties prenantes. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart for Change. C'est une nouvelle rubrique que je vous propose dès aujourd'hui dans ce Smart Impact. Prêt pour l'impact, c'est la question que je vais poser chaque semaine à un acteur majeur de notre économie. Interview en mode XXL, plus de 25 minutes. C'est parti.